Il est 10 heures ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Un titre à la une de l'actualité de ce jeudi, Israël qui dénonce une attaque délibérée et criminelle contre un hôpital du sud de son territoire à Beersheva. Des dégâts, 47 blessés après une frappe iranienne. Téhéran dément avoir visé l'établissement de santé. Aucune désescalade au 7e jour de guerre entre ces deux pays qui opère des frappes aériennes interposées à 1500 km de distance. On reviendra sur ce titre dans le journal de 11 heures. Je suis née sur une terre de conflit, un conflit compliqué à multiples facettes. Je déteste la facilité et les visions simplistes. Ces mots sont ceux du poète Mahmoud Darwish et ils pourraient être ceux de mon invité. Tant il dit ces mots de là d'où elle vient, ce qu'elle en dit et là où elle va. Elle est palestinienne née en Israël, elle vit en France depuis 40 ans. Elle parle hébreu, arabe, anglais, français entre autres. Elle a tourné avec les plus grands réalisateurs américains mais aussi français, israéliens, palestiniens. Des séries à succès, des blockbusters et des documentaires intimes, une filmographie imprimée par le thème de l'identité et de la mémoire. Et c'est précisément de mémoire dont parle sa dernière mise en scène. Yam Abbas est la grande invitée de Parlons-en aujourd'hui. Bonjour Yam Abbas, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Yam Abbas. Et bienvenue sur ce plateau. Merci d'avoir accepté d'être notre grande invitée aujourd'hui. Vous êtes actrice, réalisatrice palestinienne, née en Israël et vivant en France. Je crois que c'est comme ça que vous aimez à vous présenter. On vous a vu dans Les Citronniers, Gaza, Mon Amour, Rock de Casbah, La mariée syrienne, mais aussi dans la série américaine Succession. On en reparlera tout à l'heure. Vous montrez jusqu'à la semaine prochaine au Théâtre du Soleil, ici à Paris, l'adaptation de L'écriture ou la vie. L'écriture ou la vie, c'est le récit que l'écrivain espagnol Georges Semprin a fait de sa captivité dans le camp de concentration nazi de Buchenwald où il a été déporté en 1943 car il était résistant. Il y est resté 1 an et demi. Il avait 20 ans. C'est une réflexion, ce livre, aussi sur la difficulté de revenir à la vie quand on a vécu l'indicible. Pourquoi ce texte, Yam Abbas ? Pourquoi ce texte ? Parce que c'est un texte qui relève de la mémoire contre ce qui cause beaucoup de barbarie sur notre terre et que c'est très important aujourd'hui de rappeler l'histoire et rappeler les séquelles de cette histoire qui se propage aujourd'hui encore dans nos sociétés contemporaines. Pour moi, c'est aussi les questions d'exil, la manière dont un écrivain s'empare d'une langue qui n'est pas la sienne. Il a écrit en français ce texte. Exactement. Et en fait, quand il est arrivé en France, Georges Semprin, il parlait espagnol et allemand. Il n'a jamais parlé le français. Voilà, c'est un peu aussi mon histoire. Donc, on trouve toujours des liens entre ce qu'on a envie aussi nous-mêmes de dire et les textes qu'on rencontre et qu'on a envie de monter ou travailler dessus, parce que on sent qu'il y a vraiment une forme de correspondance, j'ai envie de dire, entre les deux êtres et avec les deux époques aussi, parce que c'est vraiment une histoire de génération aussi. Donc c'est une histoire de transmission de cette mémoire. Je dis beaucoup de choses peut-être en très peu de temps. Non, mais on a le temps, on va tout développer bien sûr. Ce texte, je crois initialement, ne s'appelait pas l'écriture ou la vie, mais l'écriture ou la mort. Absolument. Il a eu l'idée de ce texte, enfin disons, il réfléchissait bien sûr à comment le raconter depuis longtemps, mais je crois que c'est à l'occasion du décès de Primo Levi en 1987 que Georges Semprin a écrit ce texte. Je le disais, c'est comment revenir à la vie quand on a vécu l'indicible, c'est aussi une expérience de mort. Il dit qu'il n'est pas revenu de la mort, mais qu'il a vécu la mort. En fait, il dit même pire, il a dit qu'il a traversé la mort. Et donc, pour eux, c'était vraiment traversé. En fait, à un moment, je crois que quand on est dans des situations comme ça, c'est difficile de référer à la mort ou à la difficulté et à l'espoir de garder la vie dans notre avenir. Donc, il y a quelque chose émotionnellement qui se passe chez les gens qui vivent des horreurs pareilles ou de la barbarie de cette manière, de référer aux choses comme nous, étant de l'extérieur, nous pouvons regarder ça. Donc c'est important aussi vraiment des fois de se mettre à la place, même si on n'arrivera jamais, mais au moins d'essayer vraiment d'être à cet endroit-là pour pouvoir au moins
essayer de comprendre. C'est ce que permet la littérature ? Je crois que la littérature a moyen. Absolument. La littérature est un grand moyen d'ailleurs. Et je crois que la culture en général, dans toutes ses formes, c'est un moyen. Vous avez co-adapté et mis en scène cette pièce avec Jean-Baptiste Sastre. Vous l'avez joué ensemble au Festival d'Avignon, c'était en 2023. Mais cette fois-ci, ce n'est pas vous sur scène, Yamabas, ni Jean-Baptiste Sastre. Ce sont des jeunes interprètes. On voit leurs photos derrière vous sur l'affiche de la pièce. Ils sont français, ils sont allemands, ils sont jeunes, ils sont d'horizons extraordinairement différents. La plupart d'entre eux n'avaient jamais fait de théâtre, je crois, avant de participer à cette pièce. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher chez eux ? Après, je ne veux pas toujours parler à mon nom. La vérité, c'est que vraiment, c'est un projet porté avec Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est une partie plus qu'intégrante de ce projet. Ça fait 13 ans que je travaille avec Jean-Baptiste et ça fait 13 ans, on s'intéresse beaucoup à propager ou ramener la littérature à des endroits où peut-être ça a été exclu, soit par la volonté personnelle des gens parce qu'ils trouvent pas leur place là-dedans, soit par nous, un peu les intellectuels, les artistes, qu'on les a un peu laissés à l'abandon. Donc pour nous, c'est très important d'aller chercher en fait à donner à ces gens leur aussi responsabilité et leur place dans ce qu'on a envie de raconter. Pourquoi ces jeunes ? Parce que pour nous, après Avignon 23, où on avait fait le projet avec 3 comédiens sur scène, c'était très important peut-être avec cette littérature, ce témoignage, de justement s'attaquer à autre chose, s'attaquer à une jeunesse qui demain, elle serait celle qui portera cette mémoire et la mémoire de tous, d'ailleurs de tout ce qui se passe autour de nous. Donc on est allé chercher des jeunes entre 18 et 25 ans parce que c'est aussi des jeunes qui ressemblent à l'âge de Semprin quand lui-même devait passer par cette expérience. Il avait 20 ans. Voilà. Et donc, c'était important aussi de les varier. C'était important aussi de voir qui avait le désir et qui, même avec des petites réticences, pouvait développer son désir et aller avec son désir de porter ce témoignage. Pourquoi ? Parce que Semprin a toujours écrit, a toujours dit, c'est que bientôt, il y aura plus de survivants pour raconter. Donc, qui racontera ? Qui portera cette mémoire ? Et d'ailleurs, c'est comme toutes les catastrophes qui se passent aujourd'hui. Il faut toujours une génération autre et cette génération, il faut qu'elle soit responsable de porter la mémoire pour l'inscrire dans la mémoire collective de l'humanité. Ces jeunes ont joué cette pièce, ils la jouent à Paris, ils l'ont jouée d'abord à Berlin et avant Berlin, ils sont allés jouer la pièce à Buchenwald en Allemagne à l'occasion du 80e anniversaire de la libération du camp. 250 000 personnes sont passées par ce camp, 56 000 personnes y ont été tuées. Vous dites précisément que cette transmission de la mémoire, il y a bien sûr l'enjeu de la disparition des survivants, des rescapés. Vous dites que la transmission de cette mémoire, c'est une lutte. Pourquoi c'est une lutte ? Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. On y croit vraiment que sans sensibiliser aujourd'hui une jeunesse à porter la mémoire de tous ceux qui disparaissent à cause de la barbarie humaine, j'ai envie de dire, ou inhumaine de l'humanité, c'est important quand même que quelqu'un s'empare demain, moi, Jean-Baptiste, et des artistes comme nous, ou même des gens qui ont passé par des difficultés autres. Quand on partira, il faut que ça continue. On ne peut pas s'emparer seul de ça et il ne faut pas que ça s'arrête là. Il y a un moment, la transmission se pose. Et la transmission est très importante parce que la transmission, elle va créer des générations autres qui resteront toujours sensibles à ce que l'histoire ne se répète pas dans sa barbarie. Il oblige à un exercice d'honnêteté intellectuelle qu'on a Mais du je mal à crois que faire la responsabilité est la responsabilité des artistes. Comme les gens politiques, comme nous tous. Je ne crois pas qu'on peut, en tant qu'artiste, se décaler de la réalité et de la responsabilité qu'on a envers tout ce qui se passe autour de nous en disant « bon, c'est pas grave, quelqu'un d'autre le fera ». Bah non, c'est à nous tous de le faire. Dans le land allemand, qui est dans l'ex-RDA, où se situe Buchenwald, le parti d'extrême droite allemand, l'AfD, qui veut en finir précisément avec la culture mémorielle, je le mets entre guillemets, est arrivé en tête des dernières élections régionales. Qu'est-ce que ça dit, ça, de notre rapport à la mémoire ? On avait très peur. La vérité, on avait très peur avant d'y aller avec ces jeunes. Peur ?
Peur parce que, oui, l'extrême droite aujourd'hui fait peur, la vérité. Il faut pas se cacher, en fait, de le dire. Mais après, comment on peut vraiment sensibiliser les gens, et les jeunes surtout, à ne pas suivre ces chemins-là? Comment on peut, à travers la littérature, à travers ce travail, crier et donner des projets à des jeunes pour que cet ennui aujourd'hui qui s'installe dans nos sociétés n'amène pas les jeunes à suivre aveuglement ces mouvements radicaux qui ils sont en train de ronger nos sociétés, que ça soit en Allemagne, que ça soit en France, que ça soit un peu partout dans le monde, aux États-Unis. Donc il faut vraiment rester aux aguets par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Il faut tout le temps penser à la jeunesse comme les futurs responsables des porteurs de mémoire et de porteurs de responsabilité de leur propre vie et tracer leur propre avenir. Vous avez été surprise que certains, j'en ai entendu certains, et avant de travailler sur ce texte, un degré de connaissance assez faible finalement de cet épisode qui a été celui de la Seconde Guerre mondiale? Exactement. Alors, il y a un savoir, mais général. Que ça soit chez les Français ou chez les Allemands d'ailleurs. Peut-être un peu chez les Allemands parce que ça les touche plus personnellement. Mais c'est vrai que très vite, les choses se mettent en place chez les jeunes. Et très vite aussi, le désir, quand il y est, il prend le dessus et la recherche se met en place, la lecture se met en place, le vouloir savoir se met en place. Et tout ça amène vraiment et a amené tous ces jeunes à vouloir eux-mêmes s'emparer des choses et d'autres pour pouvoir le faire. Il y a aussi autre chose qui s'est passé avec ces jeunes, c'est vraiment cette vie en groupe. En fait, cette fraternité dont Semprin parle beaucoup dans son récit, cette fraternité qui s'est créée d'ailleurs entre les jeunes avec leur origine différente et aussi avec les jeunes Allemands et les jeunes Français. D'un seul coup, en fait, cette vie ensemble, ce traversée émotionnel dans cette mémoire et dans cette histoire a créé des liens très très forts. Est-ce une réponse? Je ne sais pas. Peut-être, et ça fait écho effectivement à ce que raconte Semprin dans son livre. Il n'a réussi à survivre que parce qu'il n'était pas seul. Exactement. Cette question de la mémoire et de l'importance, peut-être le devoir de la sauvegarder, elle jalonne votre vie et votre travail. Qui êtes-vous, Yam Abbas? Sophie Samaï en donne quelques éléments en images. On se retrouve juste après votre portrait. Né près de Nazareth d'une famille palestinienne, Yam Abbas se définit elle-même comme une Palestinienne d'Israël. Un passé, une histoire forte qui marque profondément sa vie de femme et d'artiste. Elle qui s'initie aux arts par la photographie puis le théâtre, quitte sa terre natale pour Londres puis la France pour suivre ses rêves de création. De ses premiers pas au cinéma en 1987 dans Noces en Galilée de Michel Cléfy, au rôle de mère de famille dans Satin rouge de la Tunisienne Raja Amari, qui la révèle au grand public, Yam Abbas joue avec les plus grands. Amos Gitaï, Steven Spielberg, Jim Jarmusch ou encore les frères Nasser, pour lesquels elle incarne Siem dans Gaza mon amour en 2021, une prestation qui marque les réalisateurs palestiniens. Il y a quelque chose que je raconte toujours à son propos, c'est qu'elle incarne exactement ma mère. Dans le film, elle ressemble à ma mère. Quand je suis un peu nostalgique et que je veux me souvenir de ma mère, je regarde des extraits de ces scènes parce que j'ai l'impression de voir ma mère. Actrice polyglotte, sans frontières, elle joue aussi bien en français, en anglais, en arabe ou en hébreu et s'illustre dans des projets engagés. En 2024, elle revit sa propre histoire dans le film de sa fille Lina Swalem, Bye Bye Tibériade, un récit de terre, de racines et d'exil répétés. Je me demande souvent ce que tu serais devenue si t'étais restée. Qu'est-ce que j'en sais, Alina, parce que je suis partie. Engagée, elle l'est aussi dans ses mises en scène ou au théâtre. Sur les planches, elle porte l'écriture ou la vie, le récit que l'écrivain et résistant Georges Semprin fait de sa captivité dans le camp de concentration nazi de Buchenwald, où il a été déporté en 1943. Une œuvre sur la mémoire et l'importance de la sauvegarder,
thème définitivement central de la carrière d'Hiam Abbas. Je vous ai entendu rire en entendant l'un des frères Nasser dire de vous que vous lui rappeliez sa mère. Oui, parce qu'ils me l'ont dit déjà. En fait, ça me fait rire aussi de les voir. En fait, ça me fait sourire de les voir en sachant vraiment la difficulté de leur séparation de leurs parents qui se trouvent à Gaza aujourd'hui et que, comme ça, en exil, en fait, en essayant vraiment de se battre pour arriver à faire leur art et faire leur film avec cette déchirure, c'est juste... Voilà, c'est un sourire un peu triste à la fois. À propos de déchirure, je voudrais qu'on revienne sur l'un des documentaires dont il a été question à l'instant dans votre portrait, sorti l'an dernier, documentaire qui s'appelle Bye Bye Tiperiat. Derrière la caméra, c'est l'une de vos filles, Lina Swalem. Devant, c'est vous. Je crois que vous étiez au départ un peu réticente à vous confier comme ça, livrer ces images extrêmement intimes de votre famille. On voit votre maman, votre grand-mère vous raconter l'histoire des femmes qui ont fait votre histoire, qui est une histoire d'exil. On va en regarder à nouveau quelques images et on en reparle juste après. مرحبا اهلا لينا حبيبتي زمان ومدت زمان هالقمر ما بان من وين طلعتي لنا من وين اجيتي حبيبه قلبي. À chaque fois que je la questionne sur son histoire, elle me répète « N'ouvre pas les douleurs du passé ». Je me demande souvent ce que tu serais devenue si t'étais restée. Qu'est-ce que j'en sais, Alina, parce que je suis partie. À quel moment de votre vie vous vous êtes dit que finalement, peut-être on pouvait rouvrir les douleurs du passé, ou en tout cas s'y replonger? Je crois au moment où j'ai fait ce film, en fait. À quel moment ça correspondait dans votre vie à vous? C'est récent, à vrai dire. Après, bon, c'est parler devant la caméra, en fait. Ouvrir les douleurs de passé comme ça en ouverture complète devant le public. Ce n'est pas quelque chose de facile. C'est pas un exercice que j'aime vraiment parce que j'ai l'impression que aussi ces endroits-là, je les visite souvent dans les rôles que je joue. Donc j'ai pas l'impression vraiment qu'il y a une nécessité que je parle de moi. Et d'ailleurs, le moi m'intéresse pas souvent. Et c'est ça la difficulté que j'ai rencontrée au début de ce documentaire, en fait. Mais votre moi, il est universel, en réalité. Il est question d'exil. En fait, j'essaie toujours de le penser ainsi. C'est vrai que, bon, des fois, je suis un être humain aussi comme les autres. Bon, des fois, on glisse quand même. Mais c'est vrai que pour moi, ce qui est important, toujours, c'est d'inscrire le soi dans le nous, dans le groupe, dans quelque chose de beaucoup plus universel, beaucoup plus grand, beaucoup plus ouvert. Et d'ailleurs, la difficulté que j'ai eue avec ce film, elle a très vite dissipé parce que j'ai compris que aussi le désir de Lina de faire quelque chose qui embrasse plus de générations et plus du monde et qu'il allait mettre à l'avant aussi des parcours de femmes autres que la mienne, donc autre que le mien, pardon. C'est ça aussi qui m'a encouragée à y aller parce que je me suis trouvée aussi, encore une fois, dans un devoir plutôt qu'une décision personnelle de ce qui me correspond personnellement ou pas. Donc c'est devenu vraiment la décision de au-delà de moi-même qui m'imposait la participation. On y revient souvent au devoir quand même. Votre histoire, c'est celle d'une famille palestinienne expulsée lors de la création de l'État d'Israël. Vous, Hiam Abbas, vous êtes palestinienne, mais vous êtes née en Israël, une identité avec laquelle il vous a fallu composer. Je crois que vous détestez l'expression je compose toujours. Arabe israélienne. Non, je n'aime pas cette... Je n'aime pas cette expression parce que je ne sais pas ce que ça veut dire être arabe israélien. Aujourd'hui, pour moi, on est palestinien. Donc on est né sur une terre quelconque. Il y a des Palestiniens nés au Liban, aux États-Unis, partout dans le monde, mais ils sont palestiniens. Et je ne vois pas pourquoi on nie d'ailleurs cette deuxième identité principale qu'on a pour correspondre à une image qu'on veut faire des Palestiniens aujourd'hui qui se trouvent à l'intérieur de l'État d'Israël. Donc
pour moi, c'est vraiment c'est quelque chose de très important de rappeler toujours les racines, de rappeler toujours les identités. Et d'ailleurs, je pense même plus loin que ça, que l'identité est un choix personnel. On ne l'impose pas comme ça. On n'impose à personne son propre identité. Et ça fait écho à ce poème de Mahmoud Darwish que je citais tout à l'heure. L'identité est celle qu'on se forge tout au long de sa vie en fonction Exactement. De ce qu'on amasse sur son chemin. L'histoire de votre famille, votre identité à vous, elle est faite d'exil dans l'exil, de déracinement sur plusieurs générations pour des raisons différentes. On viendra à celles qui vous ont poussé, vous, à quitter cette terre. Vous avez grandi petite, vous racontez, avec ces adultes qui ont été traumatisé par cette histoire. Je crois que votre grand-père est mort de chagrin après avoir dû quitter Tibériade. Vous dites que je n'ai pas connu d'ailleurs. Vous avez grandi avec une foule de pourquoi autour de vous, d'adultes qui demandaient pourquoi. Ouais, et des questions qui sont à restées très jeune âge en fait réponse. Aussi. Comment on se construit quand on est dans ces questions sans réponse? Je crois qu'on continue à se questionner toute la vie. Après, le manque de réponses, je crois peut-être incite davantage à trouver les réponses ou à continuer à questionner pour essayer de trouver des réponses. Après, il ne faut pas avoir la prétention d'avoir des réponses, parce que des fois, les réponses, on ne les a pas. Mais en tant qu'enfant, c'est vrai qu'on est cadré pour comprendre la vie d'une manière naturelle, normale. Et là, il y a les balances, en fait, de l'enfance qui sont secouées. Donc, à partir de là, l'être est secoué, et il continue à être secoué, et il faut trouver une identité là-dedans. Il faut trouver comment voir toujours et comment prévoir un avenir et quelque chose de positif qui peut toujours nous lancer vers l'avant et jamais vers l'arrière. L'ampleur de ce traumatisme d'une partie du peuple palestinien, est-ce qu'il a eu la place ? Est-ce qu'on a donné assez de place au récit de ce traumatisme? Pas assez. Pas assez. Je crois que ça commence. Je crois, d'ailleurs, il y en a beaucoup à faire encore. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, c'est obligé vraiment qu'on commence vraiment à donner ce récit. Moi, je trouve la vocation cinématographique ou théâtrale ou littéraire pour pouvoir le dire. D'autres, ils le diront d'une manière différente, mais c'est un devoir. Effectivement, ça n'était pas vraiment assez fait, c'est même très peu, et il faut absolument qu'on rassemble les forces aussi intellectuelles pour pouvoir vraiment permettre à ce récit d'exister. On reviendra dans un instant sur cette région du monde. Je voudrais revenir à vous. Je le disais, vous êtes une petite fille d'exilés malgré eux. Vous avez choisi l'exil volontairement. À quel moment vous vous êtes dit « je ne peux pas rester là » Je crois que mon rêve, peut-être d'enfant, était plus grand que ce que le lieu m'offrait. Et ce que je pouvais vraiment développer de mon rêve sur place. Pour des raisons multiples. Parce que vous étiez palestinienne en Israël? Parce que j'étais palestinienne, parce que j'étais empêchée, parce que j'étais une femme, parce que les femmes ne font pas tout ce qu'ils veulent comme ils veulent. Parce que je suis palestinienne, je n'ai pas le droit non plus à m'exprimer comme je veux. Donc, quand on est empêché à ce point, et surtout quand on veut être libre, parce que être artiste, avant tout, c'est trouver une forme de liberté pour pouvoir exister dedans. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On va déjà trouver cet endroit, trouver cet espace libre. Et malheureusement, le lieu ne l'a pas offert. Vous dites que la liberté, c'est à la fois la source de votre inspiration et de votre malheur. Absolument. La liberté, c'est un choix compliqué. La liberté est un choix compliqué et la liberté, malheureusement, elle est très mal comprise aussi. Et d'ailleurs, c'est ce qui me ramène un peu à ce travail avec les jeunes. Parce que souvent, quand on demande aux gens, c'est quoi la liberté? La liberté, c'est faire ce que je veux. Non. Malheureusement, c'est pas la liberté. C'est que la liberté, Samprin le dit d'ailleurs, pourquoi lui, il était déporté? Parce qu'il était un homme libre. Parce qu'on pratique notre liberté, qu'on se trouve des fois dans des situations que les hommes qui ne sont pas libres nous causent et nous arrachent à notre liberté.
En ce sens, je voudrais parler de l'un des films dont vous dites qu'il a changé votre vie. Ce film, c'est Satin Rouge, de la réalisatrice tunisienne Raja Amari. Vous y jouez, c'est un film qui est sorti en 2002. Vous y jouez une veuve qui va revenir à la vie en prenant à corps, j'allais dire, sa sensualité et qui rencontre la danse. On regarde quelques images. ما تركضش في الشر أصبح شوية محبيها الفلور تبعت على الكعسة والله هذاك لقى عامل فيا أما هو كان قصر في الوقت بدري Vous aviez 40 ans quand vous avez tourné quand vous avez tourné dans Satin Rouge et précisément ça me fait penser à ce que disait il y a quelques mois la réalisatrice Amélie Bonin dont le film a fait l'ouverture du Festival de Cannes, une comédie musicale qui s'appelle Partir un jour, à l'occasion d'un César qu'elle a reçu pour un précédent court-métrage. Elle a dit à ce moment-là, on peut avoir 40 ans, des cheveux blancs, des enfants et sentir qu'on est au commencement des choses. Ce film-là et vos 40 ans, c'était le commencement des choses pour vous? Effectivement, moi je le dis souvent à une génération plus jeune qui est un peu qui veut tout de suite et rapidement. Et j'ai dit qu'il y a une possibilité toujours en fait de recevoir et accepter les choses au moment où ils doivent arriver dans notre vie. Moi, en fait, il faut jamais vraiment brûler les étapes. Il faut prendre la vie telle qu'elle vient, les choses telles qu'elles s'offrent à nous, et à ce moment-là, faire le maximum de ce qu'on peut. Ce film, pour moi, a tracé effectivement ma carrière par la suite. Et il m'a ouvert vraiment les portes dans lesquelles je me trouve aujourd'hui. C'est un film qui a aussi été très important dans ma carrière, parce que c'est un film qui vraiment, pour moi, était une décision très importante, en fait, d'être actrice ou de ne pas être actrice. Parce que quand on vient de ces sociétés un peu traditionnelles, même si j'avais des parents ouverts et qui ont permis beaucoup de choses, on a le sentiment qu'on est toujours attaché par des fils qui nous tirent vers l'arrière, vers la famille, vers des choses, vers l'éducation et la tradition qu'on a reçue. Et il y a un moment, moi, je devais vraiment couper ces fils. Et ce film m'a permis de couper ces fils et de me libérer quelque part, de tracer mon chemin vers un avenir de l'actrice que je voulais être. Votre père, qui était enseignant, n'était pas nécessairement très raccord avec votre souhait de devenir actrice. Et vous dites qu'il a compris, en tout cas il vous a dit sur le tard, que même si ça ne correspondait pas à ce qu'il voyait pour vous, il comprenait. En fait, je crois qu'il a compris très très tôt, mais il ne l'a jamais montré. Mais moi, j'ai compris très tard qu'il a compris plus tôt que je pensais. Et c'est ça qui était vraiment incroyable, en fait, dans cette vie comme ça, parce que le père, c'est quand même une figure très importante, en fait, dans la culture arabe et surtout dans des sociétés traditionnelles, parce que moi, je viens quand même de la ruralité, je viens d'un village. Il n'y avait rien, en fait, dans mon village. Il y avait le livre et l'école et mes parents. Et même les copains-copines, c'était très restreint. Donc, il y a un temps à tout. Le temps de jeu était très minime par rapport au temps où il fallait s'instruire. Donc, pour mon père, c'était son désir premier. Mais il avait l'intelligence de comprendre la différence entre l'une et l'autre, entre moi et mes sœurs, ou moi et mes frères. Et je crois qu'il a encaissé en silence des choses qui, peut-être pour lui, il a vu que c'était complètement contre ses traditions. Mais à la fois, il les a vraiment bénis beaucoup plus tard. En fait, il les a exprimés plus tard. Je voudrais qu'on revienne à cette région du Proche-Orient. Finalement, vos chemins, votre filmographie, votre travail vous ramènent régulièrement dans cette région qui est la vôtre, qui est en proie, bien sûr, au chaos depuis octobre 2023. Je crois que pendant assez longtemps, après les attaques du Hamas contre Israël et la riposte israélienne, vous n'avez pas voulu parler de Gaza, vous n'avez pas voulu parler de ce qui s'est passé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en parlez et comment ?
Effectivement, je n'ai pas voulu parler parce que, en plus, le film de Lina venait de se terminer, donc de ma fille, qui trace un peu aussi cette histoire, qui met des choses en place, j'ai l'impression, dans la complexité vraiment de la situation. Et c'était très difficile parce que j'avais l'impression que ce film était une voix qui pouvait exister, parce qu'on parlait de récit tout à l'heure et de la présence de récit. Il faisait partie d'un récit obligatoire qui devait exister. Et au moment qui a suivi le 7 octobre d'ailleurs et les attaques israéliennes sur Gaza, et voir la destruction, et à tel point c'était quelque chose de horrible à voir. On avait l'impression que les voix ne pouvaient plus sortir, en fait. Et soit ils étaient empêchés, soit on les empêchait. Et je ne sais pas quoi vous dire. Vraiment, c'est compliqué de parler de la tâche d'une personne à sa cause, à son peuple, à la destruction, à la vie, aux séquelles de cet exode, de séquelles de cette Nakba, de séquelles de ce conflit dans lequel on est né et qui ne se termine pas. Donc c'est encore une énième fois où il faut faire face. Moi, je ne sais pas, en fait. On est fait quand même d'émotions, on est comme tout le monde, en fait. On a des choses qu'on ressent, mais des fois aussi, se mettre toujours en lumière pour exprimer comme ça d'une manière un peu publique nos émotions est quelque chose de très difficile, en fait. Vous l'avez vécu comme une injonction à prendre la parole, là où vous n'étiez pas... Pour moi, la parole, elle est dans ce que je fais. Donc, ce que je fais est ma parole. Donc, mon engagement, ma vocation, elle est ce que je fais. Donc, je ne vois pas pourquoi je dois toujours commenter ce que je fais. Vous pourriez dire que vous prenez la parole, non pas en tant que forcément que palestinienne, mais en tant que femme, en tant qu'humaine. Je la prends. Oui. J'insiste que je la prends dans le travail que je fais. Oui. Et c'est ma place. Donc je ne peux pas toujours me mettre à la place qui ne m'appartient pas. En fait, il y a une parole qui m'appartient quand je travaille, quand je dis, quand je fais. Mais et là, vous faites, et là, vous dites, et là, vous vous engagez dans Exactement, dans le mais cinéma. complètement et totalement, d'ailleurs. Mais par contre, je ne suis pas toujours confortable avec cette situation où on me met face à des questions où je dois des fois même répondre dans la direction de la personne qui pose la question. Donc c'est compliqué des fois. C'est compliqué de répondre. Parce que j'ai l'impression que des fois, on a des cases dans lesquelles on a envie de caser les gens. Et si on sort du case, soit la personne en face n'est pas confortable avec ça, soit elle vous fait sentir pas confortable d'être à cet endroit-là. Donc pourquoi prendre cet endroit qui donne à deux personnes une situation un peu pas normale, pas naturelle. Ma parole, vraiment, je la prends et j'insiste, je la prends toujours dans mes engagements à travers le travail que je fais. Vous avez beaucoup travaillé entre Israël et la Palestine. Vous avez travaillé, vous parlez arabe et hébreu, je le disais tout à l'heure, c'est le fruit de votre histoire. Vous avez travaillé avec des réalisateurs. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé hébreu d'ailleurs, ça fait vraiment longtemps. Depuis que je suis en France, je parle beaucoup moins hébreu que je l'avais fait quand j'y vivais là-bas, forcément. Et après, c'est vrai que aussi le fait que je travaille beaucoup en français et en anglais et en arabe et que je navigue pas mal dans le monde arabe et aux États-Unis, du coup, l'hébreu est devenu beaucoup plus minime dans ma vocation et dans ma langage au quotidien. Mais vous avez travaillé avec des réalisateurs israéliens, palestiniens, entre autres. Est-ce que ça vous semble encore possible aujourd'hui? Je ne sais pas. J'ai compris votre question. Pardon si je... Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vraiment, c'est encore un endroit où j'aime pas prendre la parole parce que je suis confuse. Je suis très confuse. Humainement, je suis confuse. Et je crois que c'est la pire situation dans laquelle un être humain peut se trouver. Ne pas savoir? Ne pas savoir. Non, ne pas savoir, c'est pas ça. C'est que cette confusion, en fait, cette confusion qui existe, ce trouble intérieur de l'être qu'on est, parce qu'on a cru une fois et on a envie de croire, mais c'est pas possible. Ça veut dire tout ce qui se passe ne nous permet pas de croire. Je ne sais pas. Revenons au cinéma. Il y a cette filmographie absolument dingue qui est la vôtre. Je l'ai re-regardée en préparant cette émission. Vous avez tourné
évidemment, il en manque. Avec Cédric Klapisch, avec Amos Guitaï, avec Spielberg, avec Jim Jarmusch, on le disait tout à l'heure, avec Ridley Scott, avec Denis Villeneuve, avec Costa Gavras récemment, avec Eran Irglis qui est israélien. Vous avez joué le personnage de Marcia Roy dans Succession. Ceux qui vous connaissent savent à quel point ce personnage de femme impassible, c'est quand même un rôle à contre-emploi. Si on avait dit à la petite fille qui écrivait des poèmes dans son village palestinien en Israël qu'un jour elle serait dans un tel blockbuster américain, qu'est-ce qu'elle aurait dit ? Je ne sais pas, parce que je suis pas la petite fille maintenant. Donc je ne sais pas. Mais vous rêviez grand ? Forcément, je crois. Encore une fois, vraiment, c'est difficile de... Je ne sais pas, cette petite fille, ce qu'elle a pensé. Par contre, je sais qu'elle a placé ses rêves au plus loin. Est-ce que c'était le rêve américain ? Je ne crois pas du tout. Elle ne savait rien de l'Amérique. Est-ce que c'était le cinéma ? Pareil, elle ne sait pas, parce que je ne sais pas si elle avait aucun accès au cinéma. Donc, moi, je crois que le premier film que j'avais vu de ma vie, j'avais 19 ans. C'était quoi ? Je ne me souviens pas. Ah. Voilà. Mais votre premier grand souvenir de cinéma, c'est quoi ? Je crois que c'était la bataille d'Alger. Dans ses volets d'ailleurs, et qui m'a vraiment troublé beaucoup, parce que c'est aussi un film qui a montré que c'est possible de parler des erreurs de la colonisation, de l'oppression d'un peuple envers l'autre. Mais voilà, après j'ai passé à autre chose. C'était là je commençais à chercher d'autres trucs, et je me souviens que j'ai vécu longtemps avec les films de Pasolini par exemple, et que je voulais vraiment, j'avais un soif fou en fait de savoir cette fabrication, elle consiste à quoi en fait, et qu'est-ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Et j'ai compris que aussi l'art et le cinéma et le théâtre, parce que je travaillais au théâtre à l'époque, était un moyen de rassembler la poésie, la pensée avec l'engagement. Et ça, pour moi, c'était quelque chose qui m'a vraiment permis, petite ou jeune, à comprendre que il y a un chemin peut-être à tracer pour pouvoir quand même pas oublier peut-être la souffrance, pas oublier la souffrance des autres, et surtout s'intéresser à la souffrance d'autres personnes et d'autres peuples. Vous vous sentez plus à votre place sur les plateaux de Succession ou dans les coulisses du Théâtre du Soleil ? Partout où je travaille. C'est magique ça quand même. C'est pas donné à tout le monde de se sentir autant à sa place à côté de Spielberg que dans un petit théâtre ô combien de qualité à Paris. Mais je crois que si le plateau de théâtre ou le plateau de cinéma est une vocation dans laquelle on se sent bien, ben ça devient chez soi. Et donc le chez soi, en fait, il varie pas. Il varie des fois par sa nature, mais pas par rapport à l'endroit d'où ça vient et l'appartenance à ce chez soi. Donc pour moi, le théâtre, le cinéma, les plateaux Hollywood ou les plateaux des films indépendants ou des films à petit budget, pour moi, c'est le même lieu. Vous êtes chez vous, là où vous êtes. Exactement. Vous allez bientôt jouer dans un film écrit et réalisé par une réalisatrice palestinienne, Palestine 36, avec Jeremy Irons, c'est ça ? En fait, ça a été fait. Non, ça a été fait. Oui, ça a été fait. C'est un film qui va sortir. Qui va bientôt sortir. Le film va bientôt sortir. Vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui. Anne-Marie Jasser. Donc, c'est une réalisatrice palestinienne et elle a fait un film sur la révolution palestinienne des années 30. Et j'ai vraiment une participation amicale dans le film parce que j'aime beaucoup cette réalisatrice et je crois beaucoup à son parcours. Et j'avais envie d'y participer parce qu'elle m'avait demandé, parce qu'elle avait écrit un rôle spécifiquement pour moi. Et donc, j'ai adoré vraiment l'expérience. Je ne peux pas dire davantage. J'attends que le film sort et que ça parle de soi. Quand on a tourné comme ça des dizaines de films avec des rôles plus ou moins de premier plan, quand on a fait du théâtre, quand on a fait tout ça, est-ce qu'on se dit à un moment qu'on arrivera à satiété, qu'on aura fait toutes les expériences qu'on avait envie de faire et puis qu'on fera autre chose? Je ne sais pas si on peut dire qu'on a fait toutes les expériences. Je crois qu'il faut rester humble dans la vie, quoi qu'on fasse. Et en avançant dans ce qu'on fait et dans ce qu'on aime faire, parce qu'on y croit que ça a une résonance importante dans le monde, parce que voilà, on vit et
pour véhiculer des idées, des messages, on donne des récits qui s'inscrivent dans les mémoires des gens, dans la mémoire collective. Donc c'est important de continuer en fait. Tant que j'ai la force de faire, je continue à faire. Au moment où je sens que vraiment tout est fini pour moi parce que j'ai plus la force de le faire, à ce moment-là peut-être j'arrêterai. Mais en tout cas pour moi, effectivement le faire et se faire, c'est aussi continuer à exister, pas juste par ma personne, mais parce que il faut que je continue à exister pour apprendre d'une part ou d'une autre. Il faut apprendre parce qu'il faut toujours savoir que quoi qu'on fasse, on apprend, on se renseigne, on rencontre, on enrichit notre expérience et à un moment, si ça doit s'arrêter, c'est parce que il y a plus l'élan, il y a plus le souffle, il y a plus. C'est en fait quand on meurt. On va pas s'arrêter là-dessus. Je reviens à cette idée de la transmission, d'une certaine façon, ce que vous faites avec ces jeunes, pour revenir à la pièce qui est présentée au Théâtre du Soleil, donc l'adaptation de l'écriture au Lavis, ce que vous avez fait avec votre fille, à qui vous avez ouvert vos albums photos, votre histoire. En fait, on en revient toujours à ça. Vous êtes une passeuse d'une certaine façon. C'est aussi ça, votre mission. Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, j'y crois. Je crois à la transmission. Et là, en revanche, que ce soit avec Lina d'un côté pour le film ou avec Jean-Baptiste Sastre de l'autre dans la pièce, c'est des rencontres aussi, parce qu'avec Jean-Baptiste, vraiment, on y croit beaucoup à cette transmission. Donc, il faut absolument qu'on continue là-dedans. Je ne sais pas si je peux appeler ça passeur. Donc, je ne crois pas que Jean-Baptiste et moi-même, nous sommes des passeurs parce qu'on a pris cet endroit-là. On y croit à la transmission et on va et on fait ce qu'on croit faire parce qu'on croit que c'est important de le faire. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Tout à l'heure, vous parliez de ce que l'humanité a pu créer au milieu du XXe siècle, qui a été un siècle terrible. Le début du XXIe donne assez peu d'espoir quant à ce que l'homme peut produire. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a retenu? Je crois qu'il faut poser à ces jeunes, en fait, la question. Je crois que vraiment, si je les entends parler, en fait, déjà, pour moi, chacun d'eux, il présente un moment de grâce. Et cette grâce, on l'a oubliée. On a oublié la grâce de la vie des gens, des jeunes, leur humanité, leur dignité. C'est important, c'est très important. Après, si vraiment je vais parler particulièrement de l'un et l'autre, par exemple, Loïc, cette personne-là, c'est un jeune de Bourges qui s'avérait être un sublime photographe. Donc, il a pris sa caméra quand on était dans la résidence à Buchenwald et il a pris des photos qui aujourd'hui entourent la salle de théâtre chez Ariane Munchkin et ces photos, ils présentent un peu sa mémoire de cette résidence, de ce camp. Après, je crois la plupart vous diront aujourd'hui que leur vision du monde, elle n'est plus pareille avant ce projet et aujourd'hui. Donc, ils sentent qu'ils ont fait un pas, qu'ils ont fait une traversée dans la vie qui rend leur vie un peu aujourd'hui différente et qu'ils sentent la responsabilité envers le passé et la participation réelle et active dans la vie aujourd'hui pour pouvoir peut-être tracer un avenir meilleur. Il ne faut pas oublier la grâce, j'aime bien cette expression. Pour Jean-Baptiste et moi, c'est vraiment un mot auquel... en fait, c'est un concept, même, je dirais, du vie dont on y croit beaucoup. Et c'est important pour nous de rendre la grâce et de lui donner sa place dans nos vies et dans notre société et aux gens avec qui on travaille. Et avec qui on vit, on va s'arrêter là-dessus. Merci infiniment. Merci à vous. Merci Yama Bass d'être venue sur ce plateau. Vous avez jusqu'à la semaine prochaine pour aller voir au Théâtre du Soleil. Le 22.
C'est la semaine prochaine, il me semble. Ah non, mais c'est après-demain, voilà. malheur. Alors, vous avez 3 jours pour aller voir cette pièce au Théâtre Merveilleux du Soleil d'Ariane Mouchkine, l'adaptation de l'écriture ou la vie que vous avez commise en scène, donc avec Jean-Baptiste Sastre et tous ces jeunes venus de France et d'Allemagne qui lisent des extraits de ce texte de Georges Semprin. Merci infiniment. Merci à vous, merci beaucoup. Une émission, un entretien à revoir en replay, à réécouter en podcast. On se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'info. À tout à l'heure.